Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous recevons pour vous un écrivain togolais. Il est fonctionnaire international, auteur d'une douzaine d'ouvrages dans lesquels il aborde souvent dans ses écrits des problèmes de société dans un style clair, simple et accessible à tous. Il s'agit de Moïse Inadjo, que beaucoup de Togolais, surtout les acteurs de l'éducation, élèves, enseignants, parents, même les décideurs de l'éducation connaissent très bien parce que certains de ces ouvrages sont même étudiés dans les classes. Alors, l'ouvrage pour lequel nous l'avons invité sur ce plateau est intitulé Walim. C'est quoi Walim? Qu'est-ce qu'il aborde dans cet ouvrage? C'est de tout ça que nous allons parler avec notre invité. Débat thématique, c'est dans un instant. Monsieur Moïse Inadjo, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Marcel Toy, et très heureux d'être encore avec vous au studio. Je profite pour dire bonjour à mes lecteurs, bonjour à tout le peuple togolais et à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Alors, je l'ai dit, nous l'avons invité, parce qu'il est de passage au pays, sur la terre de nos aïeux. Voilà, il est fonctionnaire international basé à Dakar, mais à chaque fois qu'il vient au Togo, il apporte quelque chose d'assez intéressant. Et c'est ça qui est très, très, très important. Ce qu'il a apporté aujourd'hui, c'est un ouvrage qui va nous édifier. On va tirer beaucoup de leçons pour voir comment revoir l'éducation, l'encadrement de nos enfants, surtout que la rentrée scolaire vient de démarrer. Alors, Monsieur Inadjo, le titre de l'ouvrage, c'est Walim. Walim, ce nom, il émane de l'Afrique ou bien de quel continent? Merci. Je souhaite d'abord bonne rentrée des cours, non seulement aux élèves, mais au personnel enseignant et à tous les parents, parce que hier seulement, lorsque j'étais en train d'aller déposer mes enfants, j'ai vu tout l'engouement. En tout cas, quand on parle de rentrée scolaire, c'est les enseignants, ce sont les élèves, c'est l'État, c'est les parents, c'est tout le monde. Donc, bonne rentrée des Même classes. les partenaires. Les partenaires, voilà. Donc, bonne rentrée des classes à tout le monde. Walim d'abord, c'est une personne que j'ai connue qui portait le nom Walim. Une dame très forte, très courageuse et très résiliente. Et je me suis dit, j'avais fini d'écrire l'ouvrage, je cherchais un titre. Il y avait déjà un titre. Mais je me suis dit, mais pourquoi ne pas donner le nom Walim au personnage principal et Walim donc au titre qui vous a vraiment marqué. Qui m'a marqué. Et donc, voilà, j'ai pris la décision, j'en ai parlé avec mon équipe d'édition et on a vu que c'était très bon. Donc, Walim, en réalité, c'est le nom d'une personne, mais c'est un nom authentiquement africain et authentiquement togolais qui vient de Bassar. Et selon les informations que j'ai eues, c'est la première fille dans le clan, je crois, Binaparbe, qui s'appelle Walim. Donc, quand on appelle une personne Walim, c'est qu'elle est la première fille. Et en tant que première fille, elle a le devoir de pouvoir accompagner les autres. Elle a le devoir de pouvoir être courageuse, forte, bienveillante. Et je pense que ce nom répondait très bien au contenu de l'ouvrage qui montre un peu les capacités de résilience au niveau des enfants. C'est ça. Alors, fidèles téléspectateurs, quand vous allez parcourir l'ouvrage Walim, le concept de résilience qui a fait son apparition depuis le temps de la Covid-19, eh bien, est revenu de façon véritablement redondante dans cet ouvrage. On va demander à notre invité de nous dire, de nous expliquer d'abord ce concept et pourquoi véritablement il s'applique beaucoup plus à ce personnage. Bon, la résilience, de façon globale, quand on parle de résilience, c'est la capacité de résister au choc. C'est ça. C'est la capacité de surmonter des obstacles. Et quand on parcourt l'histoire de Walim, ou bien quand vous rentrez, vous parcourez le livre, vous verrez pratiquement à chaque étape des chocs. Des chocs qui ont été surmontés par le personnage principal Walim. Et donc, je me suis dit que voilà, elle incarne la résilience. Pourquoi ? Walim, c'est d'abord une petite fille de 13 ans. Quand vous voyez un peu l'image, vous voyez une petite fille de 13 ans,
Vous verrez un peu de cicatrices sur ses pieds, sur ses bras. Des larmes aux yeux. Les larmes aux yeux, assise sur un tabouret qui montre que c'est dans un village d'abord, et regardant un peu le futur. Donc Walim, en réalité, elle est née, elle a perdu sa maman, son papa l'a abandonnée bon, ça, au moment même où elle était encore dans le ventre. Donc dans le village, on a estimé que Walim avait quelque chose de spécial, quelque chose de particulier, mais surtout quelque chose de négatif et de spirituel. Et donc Walim était considéré comme un enfant sorcier. Et donc, vous savez, enfant sorcier, moi je me rappelle, quand j'étais encore petit, quand j'étais à Sokodé, j'ai vu les rituels. Il y a des enfants qu'on a accusés de sorcellerie. On les a amenés sur la place publique. La première chose, c'était de les flageller. L'enfant dit pour leur faire dire la vérité. Pour leur faire dire... Même si... Bon, je ne parlerai pas de vérité parce que pour leur faire avouer ce que ces personnes voudraient entendre. Parce qu'on flagelle l'enfant. L'enfant dit, je n'en sais rien, je ne suis pour rien, je suis faussement accusé. On dit non, c'est parce que les esprits sont en train de résister en son sein. Il faut bien le fouetter. Et on le fouette vraiment. Et à un moment donné, la personne, pour ne pas mourir, est obligée de dire oui. On dit, ah, voilà ce que nous disions. Elle-même, elle a avoué. Ou bien l'enfant lui-même, il a avoué. Donc, maintenant, il faut passer au rituel. Et je sais qu'en termes de rituel, moi, ça m'a traumatisé parce que j'ai vu des enfants à qui on a rasé une partie de la tête et on a cassé des œufs qu'on a versés sur la partie rasée et on a mis des os préparés. Il y a des herbes qu'on met dedans et on prend l'ensemble, on asperge, on dit qu'on est en train d'exorciser. Bon, il y a tout un ensemble de pratiques. J'ai essayé d'évoquer cela dans l'ouvrage. Walim a subi tout cela. Et après, il y a eu quelqu'un qui est encore mort dans le village. On s'est dit c'est encore Walim qui a tué la personne. Donc sa tante, chez qui elle était, pour pouvoir la sauver, l'a exfiltrée du village nuitamment pour l'amener en ville. Mais en ville, elle se retrouve dans un environnement sain, moderne, chez son oncle. Et elle pense que c'était fini. Mais il y a une dame qui vient dire à la femme de son oncle, ah, il faut faire attention. Voilà, fait au village et puis voilà, donc il faut faire attention. Et il y a une situation qui s'est présentée, c'est que quand on a donné les bulletins du premier trimestre, Walim a eu une bonne moyenne et l'enfant à son oncle était passable. Donc on a dit, Walim est en train de... Prendre l'intelligence, voler l'intelligence, comme on le dit en termes beaucoup plus traditionnels. Et donc la dame a commencé par se méfier et voilà. Donc c'est devenu un conflit. Et elle a exposé à la vente au travail. Donc nous ne sommes pas uniquement dans la sorcellerie. Elle bascule vers le travail des enfants. Donc là, elle va vendre les choses au marché pour la femme de son oncle. Et malheureusement, elle a été victime de vol un jour. Quand elle est venue, on l'a tabassée. Donc toutes les violences faites aux enfants sont exposées. Et elle pleurait, sa maman, elle était assise quand une bienfaitrice, entre griffes, est venue pour lui parler. Mais qu'est-ce que tu as, tu sais, bon voilà, je connais beaucoup d'enfants qui sont dans la même situation que toi. Ce que moi j'arrive à faire, c'est que je recueille ces enfants, je les place en lieu sûr et je les envoie dans les centres d'accueil en Occident ou partout ailleurs. Donc l'enfant a un peu hésité, mais finalement, elle a suivi la dame. Et c'était encore le début d'une autre histoire. Voilà. Parce que c'est une dame qui essaie de jouer à la sainte. Elle vous récupère, elle vous fait traverser la frontière, elle vous vend. Nous ne sommes pas à l'ère de l'esclavage, mais il y a toujours cette exploitation-là que nous avons. Et bon, voilà, on la récupère, on la fait travailler quelque part loin de son pays. Son oncle la cherche, il ne la trouve pas. Mais comment est-ce qu'elle a pu s'en sortir pour retrouver ses parents, pour regagner l'école, pour faire face encore à l'avenir? C'est cette capacité de résilience-là, à chaque étape, que j'ai voulu faire ressortir. Et je pense que Walim incarne véritablement cette capacité de résilience. Ouais. Bien, fidèles téléspectateurs, voilà, en écoutant l'écrivain Moïse Inanjo, nous l'avons dit, hein, il est à son 13e ouvrage. Et donc, en écoutant de toute façon l'histoire de Walim, on se rend compte que véritablement il y a certains enfants dans nos communautés, dans nos maisons, vraiment, qui subissent presque les mêmes formes de violence. Et
ce n'est pas aisé pour ces enfants-là de pouvoir s'épanouir demain. Et donc, l'importance de ce ouvrage qu'il faut absolument lire, c'est de voir comment on peut accompagner, par exemple, un enfant qui est dans une telle situation à être résilient, si c'est un garçon, donc si c'est une fille, à être résiliente à l'image de Walim. Alors, avant que notre invité nous réponde à cette question, pour avoir écrit 13 ouvrages, Monsieur Inanjo, dites-nous quelles sont tes sources d'inspiration. Mes sources d'inspiration sont diverses. Tout ce que je vois, tout ce que j'écoute, tout ce que je lis, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup suivre les documentaires à la télévision, j'aime beaucoup causer, et tout cela me permet de pouvoir rentrer dans certaines thématiques. Mais dans le passé, j'ai eu aussi à vivre, où j'ai eu à être témoin de certaines situations, et donc ça me permet de pouvoir rentrer très facilement dans le contexte qui m'intéresse pour pouvoir écrire. Ici, par exemple, j'ai eu la chance, non seulement ce que j'ai vu quand j'étais petit, quand j'étais encore à Sokodé, mais aussi j'ai travaillé comme attaché de cabinet du ministre de l'Action sociale entre 2008 et 2011. Et là, comme on avait également une direction en charge de la protection de l'enfant, les rapports que je lisais, les rapports qui venaient du terrain, les ONG, les partenaires au développement, les différents acteurs qui envoyaient les rapports sur des cas de violence faites aux enfants, tout cela m'a beaucoup aidé. Je me suis rappelé de tout cela et ça m'a construit. Donc, il y a d'abord une thématique qui peut venir, il y a une inspiration qui peut venir, mais les éléments factuels pour pouvoir développer cette inspiration, bien cette thématique, je puise cela dans beaucoup de choses que je vois, que j'écoute, que j'observe, que je lis, etc. Bien, je crois que nos élèves, quel que soit leur niveau, que ce soit d'enseignement général ou bien d'enseignement technique, qui suivent cette émission, qui suivent notre invité Moïse Inanjo, doivent comprendre que, eh bien, eux aussi, ils peuvent trouver leur source d'inspiration à travers des lectures. Aujourd'hui, malheureusement, nos enfants lisent peu à travers les documents, mais ils lisent beaucoup plus de négativité sur les réseaux sociaux. Et donc, nous devons, à cette rentrée scolaire, veiller sur nos enfants, veiller à ce qu'ils reviennent aux fondamentaux. Revenir aux fondamentaux, c'est ce que M. Inanjo vient de dire, c'est de lire. Ouais, il faut lire les bons ouvrages qui sont mis à leur disposition. Voilà, il faut suivre les feuilletons et apprendre comment faire une exploitation pédagogique des feuilletons, des films, etc., etc., etc. Alors, et en le faisant ainsi, vous aussi, vous pouvez un jour emboîter le pas à Moïse Inanjo, voilà, qui n'a cessé d'être inspiré pour mettre à la disposition des acteurs de l'éducation, des élèves et autres, des ouvrages de très bonne facture qui nous inspirent pour mieux véritablement encadrer nos enfants. Alors, M. Inanjo, je l'ai dit, entre-temps, aujourd'hui, nos enfants, d'une manière générale, mais particulièrement les filles, à l'image de Walim, ont besoin d'être véritablement résilients parce qu'ils sont dans un monde où ils subissent beaucoup d'influence. Ils subissent beaucoup d'influence. Et les ouvrages que vous avez publiés en tout temps sur l'impact des réseaux sociaux sur la vie et la scolarité des enfants, etc., etc., montrent que chacun doit prendre véritablement ses responsabilités face à tout ce qui constitue des obstacles face auxquels nos enfants n'arrivent pas à résister. Voilà. Et qu'est-ce que chaque acteur, selon toi, doit faire? Voilà, on commence d'abord par les parents. Ensuite, le système, les acteurs du système éducatif, les parents, les enseignants, les décideurs, oui, eux aussi, ils ont leur part à jouer. Et bon, nous, au niveau des médias, nous sommes en train de jouer notre part, puisque notre travail, c'est de communiquer, d'informer, voilà, et de recevoir aussi des invités de cette trame, voilà, pour pouvoir informer, sensibiliser les acteurs de l'éducation sur ce qu'ils doivent faire pour être résilients. Parce que si un enfant n'est pas résilient, il y aura un petit problème. Donc, dites-nous, qui doit faire quoi, en fait, pour qu'un enfant soit résilient, mais particulièrement les filles? Je crois que chacun a un rôle à jouer, comme vous l'avez si bien défini. Ouais. Et je voudrais commencer d'abord par remercier les médias à travers la TVT. Je suis reçu aujourd'hui pour diffuser un message. Et le fait que vous arrivez à
à véhiculer de façon très massive des messages, je pense que c'est déjà un élément très important, ce qui montre à quel point vous avez un rôle très important à jouer. En second lieu, je voudrais peut-être parler des décideurs du gouvernement. Et quand vous regardez un peu l'ouvrage, j'ai eu chaud au cœur lorsque j'ai vu l'arrêté du ministre qui porte justement inscription de cet ouvrage au programme scolaire du français en classe de 6e dans l'enseignement du Togo. Donc déjà, je sais que il n'y a pas moins de 5 000 à 10 000 élèves qui depuis la rentrée ou bien depuis quelques jours ont cet ouvrage et qui ont commencé par le lire et qui va faire objet de discussion avec les enseignants à l'école. Des exposés, des lectures suivies et dirigées. Donc je pense que ça, l'État fait vraiment bien. L'État fait beaucoup en matière d'éducation. Et nous pensons que ce que nous apportons de peu peut être une contribution, aussi modeste soit-elle, pour pouvoir accompagner justement l'État. Les partenaires, ils accompagnent énormément l'État. Voilà, l'État est au devant, il a le lead, mais les partenaires viennent l'accompagner. Et je pense que ces actions pareilles peuvent être justement exploitées par ces partenaires également. Lorsqu'ils vont dans les écoles, ils peuvent utiliser ça parce que ça permet de pouvoir engager le dialogue entre les élèves et eux-mêmes. J'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs grands partenaires, OMS, Plan International et plusieurs autres partenaires qui ont acquis des ouvrages qui parlaient justement des problématiques liées à l'enfant, à la fille, etc. et qui les ont mis à la disposition des écoles et qui ont également eu à avoir des moments de sensibilisation. D'autres m'ont même invité personnellement pour que je puisse discuter avec les enfants à travers eux. Donc, c'était des moments vraiment assez intéressants. Et les enfants eux-mêmes, ils sont véritablement acteurs. Comme vous l'avez dit tout de suite, la lecture aujourd'hui, c'est un défi à relever. Les parents doivent pouvoir aider à recadrer vraiment les enfants. Quand j'arrivais au studio, je voyais quelque chose, j'étais sur YouTube et je regardais quelque chose. Vous savez, même dans cet ouvrage, je n'ai pas fait fi des réseaux sociaux parce que c'est un des chocs véritables aujourd'hui. Donc vous allez voir que j'ai évoqué cela parce que la dame qui a un réseau d'exploitation des enfants passe aujourd'hui par ce canal parce qu'elle sait que aujourd'hui c'est le meilleur appât pour les enfants. Et vous savez, quand les enfants sont sur YouTube, ils sont sur certains sites, on leur envoie quelquefois des choses à accepter. Donc eux, je veux jouer. Et ils acceptent rapidement et ça donne accès à beaucoup de choses. Donc on peut revenir en long et en large là-dessus, mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, on est tous acteurs. Moi, en tant qu'écrivain, je suis acteur à travers les thématiques que je choisis pour pouvoir contribuer justement à renforcer les capacités de résilience des enfants et particulièrement des filles. Vous le faites, les parents le font, l'État le fait, mais nous devons le renforcer. Ça, c'est véritablement le défi et l'objectif que nous devons tous poursuivre. Renforcer cela et le contextualiser. Parce que les défis en zone rurale ne sont pas les mêmes défis voilà, en zone citadine. Donc, les contextes sont différents. Même dans les familles, les contextes sont différents. Chez moi, ce n'est pas la même chose que chez vous. Bien sûr. Donc, il faut connaître également ces enfants. Ils ont accès à quoi? Quelle est leur particularité pour savoir exactement comment pouvoir les accompagner en termes de résilience. C'est ça. Alors, pour être résilient, eh bien, il faut prendre connaissance de tout ce qu'il y a comme défi à relever, ce qu'il y a comme obstacle. Les défis au niveau des enfants des zones rurales ne sont pas les mêmes que ceux des zones urbaines, ni dans les familles. Mais on va lui demander, voilà, il faut qu'il nous dise quelques défis ou obstacles des enfants dans les zones rurales et quelques défis aussi dans les zones urbaines qui, véritablement, disons, empêchent les enfants d'avoir vraiment cette valeur de résilience, sans laquelle ça va être un peu compliqué, sinon pas un témoin secourant qui va les aider à pouvoir s'en sortir. Les chocs et puis les défis sont un peu différents.
si je suis une dame qui cherche peut-être une domestique ou une nounou aujourd'hui, c'est pas toujours facile de trouver en zone urbaine. Donc je cherche une domestique, on va au village, souvent. Et les jeunes filles qui sont à l'école, elles sont celles-là à qui les parents demandent va travailler 1 an, va travailler 2 ans pour que tu puisses ramener un peu d'argent. Ça, c'est déjà un problème. Ouais. Les questions de mariage forcé et précoce, c'est aussi un problème. Vous verrez 50 filles commencer l'école avec 50 garçons au CP1. Mais en 6e, il y aura 8 filles et puis il y aura, je ne sais pas, 78 garçons. Pourquoi? Parce que plusieurs filles s'arrêtent en route à cause de ces défis-là, notamment le mariage forcé. Aujourd'hui, on ne parle plus trop d'excision et autres. Je crois que le combat a beaucoup avancé. Mais il y a encore ces défis-là, c'est-à-dire l'exploitation des enfants. Beaucoup de filles, beaucoup d'enfants au village ne vont pas à l'école. Quand ils finissent également le cours primaire, quelquefois, il n'y a pas les capacités et les potentialités financières de les envoyer en ville pour continuer les études. Donc, ils sont un peu limités. Et donc, voilà, là, ils sont exposés à beaucoup de choses. L'exploitation, on les amène dans d'autres pays. Moi, je viens d'un milieu où je suis à la frontière avec un autre pays. Et donc, je sais qu'il y a justement des mouvements migratoires et on exploite les enfants justement. Et quand ils vont là-bas, vous voyez un peu souvent, on dit qu'il y a des enfants qui sont revenus du Gabon, qui sont revenus du Nigeria, on les a ramenés dans telles conditions, etc. C'est pas toujours facile. Donc, il y a ce défi-là auquel nous sommes confrontés, surtout dans les zones urbaines. Bon, à part cela, au niveau des zones citadines, il y a ça également, les enfants sont exposés, mais dans le contexte actuel, un des grands défis, c'est l'exploitation des enfants à travers même les réseaux sociaux. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? On lance un appart, on sait que l'enfant se connecte, on crée un site, l'enfant rentre sur le site peut-être sans même le savoir, sans le vouloir, commence par converser avec un adulte ou une adulte, il ne sait pas en fait dans quoi il s'embarque. Et par après, on lui fixe un rendez-vous. Ça, c'est un fait réel que j'ai vu vivre dans un pays. Donc, l'enfant a commencé par converser avec un adulte, mais l'enfant ne savait pas. On dit, je vais te faire des cadeaux. Qu'est-ce que tu aimes? Tu veux une tablette? Tu veux ceci? Papa n'arrive pas à t'offrir. Papa ne veut pas t'offrir. Tu joues avec la tablette de ton papa ou bien le téléphone de ton papa. Écoute, le lundi soir à 15h, rencontre-moi à tel endroit pour que je puisse te donner une vraie tablette. Et il fait une photo, il l'envoie. C'est un fait réel. L'enfant arrive là-bas, l'enfant est enlevé. On rentre dans la voiture, tu vas prendre, on bloque la voiture. L'enfant a disparu. Tout ceci peut-être pour demander des rançons aux parents. Quelquefois, ça permet de pouvoir avoir accès à certaines informations sur les parents, etc. Donc, bref, aujourd'hui, avec la modernité, la modernisation, au-delà des manières très faciles, traditionnelles et habituelles qu'on utilisait justement pour exploiter les enfants, il y a également ces manières un peu modernes, je dirais très modernes, que certains parents même ne connaissent pas et qui contribuent justement à pouvoir faire avancer l'exploitation, le travail des enfants. Donc, il faut que nous essayons de nous-mêmes renforcer nos capacités pour comprendre tout cela et savoir comment encadrer nos enfants, comment encadrer nos élèves, comment encadrer l'ensemble du système éducatif pour que les enfants sur qui nous comptons pour demain, qu'ils puissent vraiment pouvoir y arriver. Alors, chers parents, je crois que les réponses données par notre invité, Moïse Inandio, nous interpellent. Voilà, en tant que parents, pour plus de vigilance et renforcer effectivement nos capacités. Parce que si vous avez en tant que parent des capacités déficitaires, ça veut dire que vous connaissez quelque chose, mais ce n'est pas suffisant pour résoudre le problème auquel votre enfant est confronté. Voilà, c'est pour ça qu'il faut avoir dans son réseau de relations des gens qui s'y connaissent. Voilà, il y a des universitaires qui font des recherches, il y a des écrivains comme M. Moïse Inandio qui a produit plein de documents dans lesquels les approches de solutions sont là. Il est question que nous-mêmes nous ayons une bibliothèque dans laquelle on va disposer de tous ces documents, les lire et les exploiter en famille avec nos enfants. Et si nous le faisons ainsi, je crois que, eh bien, on va atténuer
véritablement tous les obstacles et les défis auxquels nous sommes confrontés. Voilà. Et cet ouvrage Walim doit être exploité du point de vue pédagogique par les parents, par le système éducatif. Pour le système éducatif, vous l'avez déjà dit, voilà, le fait déjà de l'avoir inscrit au programme, voilà, comme je le lis encore pour vous, en rouge, inscrit au programme d'enseignement du français en classe de 6e du secondaire en République togolaise. Alors, nous disons félicitations aux autorités du ministère qui ont compris en lisant le document que c'est un document qui va être très 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 utile pour des exploitations pédagogiques et didactiques pour nos enfants. Moïse Nadjo, dites-nous, les parents et les autres acteurs de l'école, comment ils doivent exploiter ce document, surtout les parents. Non, je pense que la lecture n'est pas faite uniquement pour les enfants. Ouais. C'est vrai que les parents, ils sont très occupés, ils ont beaucoup de choses, mais il y a deux manières de gérer les questions d'ouvrage avec les enfants. La première façon, c'est de lire soi-même et de discuter avec l'enfant. C'est pas un grand livre. Il ne fait que 86-87 pages. Donc, c'est un petit ouvrage avec des illustrations. Donc, c'est très facile dans un français vraiment digeste. Parce que la cible, c'est d'abord les enfants. Donc, le parent qui lise, qui prenne peut-être un petit samedi, 2 heures, il a déjà fini ça, et qu'il puisse discuter avec son enfant, franchement. Si l'enfant est nouveau, l'enfant n'a qu'à lire et noter aussi des choses. Donc là, c'est l'autre sens, c'est-à-dire qu'on demande à l'enfant de lire, et l'enfant vient maintenant faire, comment on appelle, le résumé, et on lui pose des questions, et on essaye de faire en sorte que l'enfant puisse se retrouver à travers Walim, puisse dire, est-ce que tu connais des enfants ou bien des amis qui ont été victimes de ça? Est-ce que toi-même, ici on parle des réseaux sociaux, quand tu prends les téléphones, quand tu joues, est-ce qu'il n'y a pas peut-être des pages qui apparaissent? Qu'est-ce que tu fais? Etc. Ce n'est pas une discussion paternaliste, ce n'est pas avec le bâton, mais c'est une discussion franche. Et ça permet vraiment à l'enfant de pouvoir dire la vérité, vous exposer certains défis auxquels lui-même, il ne sait pas que c'est des réalités, c'est des défis pour sa vie. Donc ça permet véritablement de pouvoir discuter. Et au-delà des parents, les partenaires, comme je l'ai dit, s'ils parcourent, ils vont voir que ce qu'ils défendent en réalité, c'est ça qui est inscrit dans la question de protection, voilà, la question de protection éducative. Voilà. Et donc maintenant, si l'ouvrage, si long, et s'ils vont peut-être vers les écoles, ils engagent des débats. Faire en sorte que les enfants lisent avant. La dernière fois au collège protestant, les enfants m'ont dit, avant d'arriver, nous allons lire et nous allons faire une mise en scène. Et j'ai été très surpris, parce qu'ils sont allés au-delà même de ce que moi j'imaginais. Et donc, ça leur permet de pouvoir entrer dans l'ouvrage, de pouvoir percer les éléments de l'ouvrage. Si les partenaires le font, je crois que ça devrait pouvoir aider avec l'appui des enseignants, avec l'appui des responsables de l'école. La dernière fois, comme je le disais, au niveau du collège protestant, par exemple, lorsque j'ai envoyé un courrier au ministère, très rapidement, le ministère s'est mobilisé. Ils ont envoyé des gens, la direction régionale était là, les inspecteurs étaient là, tout le monde était là. Et c'était un moment de discussion vraiment assez fraternel. Voilà, donc, et moi, je reste toujours disponible. Hein. Je ne suis pas tout le temps au pays, mais quand je suis là et qu'on m'invite pour discuter avec les enfants, avec les élèves, avec les parents, c'est toujours avec plaisir que je réponds à ces invitations. Tout à fait. Voilà. Bien, chers parents, ce que vient de dire Moïse Inandio, ça s'appelle en éducation exploitation pédagogique et éducative d'un ouvrage. C'est ça. Comment on fait une exploitation? Il a déjà tracé les pistes et il nous appartient de nous approprier ces propositions d'exploitation pédagogique et éducative de cet ouvrage et d'autres ouvrages aussi pour tirer une leçon et faire asseoir les valeurs dans la vie de nos enfants et pour qu'on leur mette la puissance à l'oreille sur les obstacles qui sont sur leur parcours, les défis à relever et comment ils peuvent aussi compter sur leurs parents et toutes autres personnes à les aider à réussir la vie. Cet ouvrage n'est pas le seul que Moïse Inandio a publié, c'est le 13e ouvrage. Donc maintenant, la question c'est de voir quels sont les autres ouvrages en prévision parce que eh bien, il est toujours inspiré et tout le temps il propose voilà, des ouvrages assez très intéressants. Voilà.
Et donc, Monsieur Inadio, quels sont les ouvrages en vue? Je crois qu'il y a 3 ouvrages qui sont presque terminés. Ouais. Mais vous savez que vous pouvez prendre une semaine pour écrire et 2 mois pour corriger, arranger, améliorer ce que j'écris. Je ne considère jamais ça comme tout fait. Je l'envoie toujours à des personnes avisées qui lisent, qui me font des observations. Non, cette partie, tu pouvais changer ça. Est-ce que si tu ajoutes ceci? Je préfère toujours avoir l'avis des uns et des autres. Donc, il y a 3 ouvrages qui sont en train d'arriver. En train d'arriver. Elles sont pas avant l'avant-goût. L'avant-goût. Il y a un ouvrage qui s'appelle Ce que j'aurais dû dire à ma fille. Ah oui. Ce que j'aurais dû dire à ma fille. Ouais, quand j'ai vu la couverture, ça m'a tout de suite accroché. C'est très fort. C'est très fort. Ce que j'aurais dû dire à ma fille, c'est l'histoire d'une femme qui, à 16 ans, en fait, a accouché. Elle a accouché. Elle est tombée enceinte à 15 ans, elle a accouché à 16 ans. Et en fait, c'est parce qu'elle a connu des péripéties de l'adolescence. Elle était en conflit avec ses parents parce que ses parents étaient pauvres. Elle ne comprenait pas pourquoi est-ce que les parents puissent être pauvres. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été à l'école pour devenir quelqu'un? Donc elle s'en prenait à eux et elle cherchait vraiment à avoir de l'argent. Elle est tombée dans les méandres d'un jeune étudiant qui n'avait pas aussi tous les moyens, mais qui était aussi dans beaucoup de mauvaises choses. Donc elle est tombée enceinte et cela a fait basculer véritablement sa vie. Donc elle ne s'attendait pas à certaines réactions, mais elle a été victime, déportée ailleurs, sans le savoir. On a failli, c'est-à-dire des sacrifices humains et autres, là, elle a failli, mais elle a été aussi très résiliente. Elle a réussi à s'en sortir, mais au niveau scolaire, ça a eu véritablement un impact. Elle n'a pas pu poursuivre ses études. Donc, elle se retrouve grande. Elle a 31 ans, bientôt 32 ans. Elle se retrouve domestique, quelque part, dans une maison. Et sa fille doit fêter ses 15 ans. Donc, le seul cadeau qu'elle lui envoie, c'est une longue lettre pour lui dire ce qu'elle avait comme appréhension à 15 ans, à son âge, ce qu'elle a subi, les erreurs qu'elle a eu à commettre et qui ont fait d'elle pas ce qu'elle voulait être, mais ce que la vie a dû faire d'elle. Donc, pour lui éviter de sombrer dans les mêmes erreurs, pour lui éviter de voir l'avenir avec négativité, comme elle a connu. Bref, c'est pour lui éviter de prendre le mauvais chemin qu'elle a pris parce qu'elle n'avait pas eu l'occasion d'avoir quelqu'un qui lui en parlait. Donc, c'est de ça que parle l'ouvrage. C'est une longue lettre, et très belle lettre avec beaucoup d'émotion. Est-ce que c'est important qu'un parent, maman ou papa, dise toute la vérité de son histoire, de son parcours à son enfant ou à ses enfants? Non, il y a une partie, il faut tamiser. tamiser. Elle lui a raconté ce qu'elle peut rencontrer, elle également, dans son parcours. Il y a des choses qu'on apprend à l'enfant. Il y a des choses que l'enfant même affronte pour pouvoir grandir. Donc, ce qu'une mère peut dire, ce que j'aurais dû dire à ma fille, voilà, il faut vraiment qu'elle lui dise ça pour que elle puisse éviter de tomber dans certaines erreurs. C'est pas tout. C'est pas tout. Et c'est pas tout qui se dit aussi de manière crue. Il y a des choses sur lesquelles je suis passé tout simplement parce que c'est assez mondain de pouvoir le dire de façon explicite. Donc voilà. Il y a aussi le silence de l'enclave de Sirio. Ça, c'est un roman un peu plus humanitaire. C'est quelqu'un qui est parti travailler en laissant sa famille au pays, comme moi peut-être, et qui se retrouve voilà, dans un pays où il assiste les gens, mais il se retrouve sous les décombres après un séisme. Mais ce qui a fait sa force dans les décombres pendant 2 à 3 jours, il criait mais personne ne l'entendait, c'est qu'il pensait à sa fille parce que
il est parti au moment où sa femme a accouché, donc il n'avait jamais vu l'enfant. Donc il voulait nécessairement revenir pour voir son enfant. Et donc ça lui a donné la force, l'espoir. Et finalement, il n'était pas seul dans cette zone-là. Il y a un autre bébé qui criait, quelqu'un l'a entendu. Lui aussi, il a profité pour alerter, lancer son SOS, et on a pu le sortir. Et il a pris des congés, il est revenu, avant qu'on l'envoie dans la clave de Sirio, qui était emprunt à un conflit intercommunautaire. Donc là, c'était le désastre. Il a fait ce qu'il devait faire, il s'est battu en tant qu'humanitaire, mais à un moment donné, la situation était devenue assez complexe et il fallait évacuer immédiatement. Mais il y a une petite fille de 14 ans qui, malheureusement, à côté de leur bureau, avait été victime de violence. Et donc l'enfant souffrait et ne pouvait même pas se lever. Et est-ce que il pouvait partir avec l'enfant? Les règles ne le permettent pas. Alors il a décidé de poser son badge et son gilet. Vous savez ce que ça veut dire? Pour pouvoir s'occuper de cet enfant. Mais c'est là le début d'une longue histoire de famille, parce que pour cela, il perd son emploi. Pour cela, il rentre avec un enfant de 14 ans en famille. Il a des problèmes avec son épouse. Il subit le divorce, mais il reste résilient parce que il était convaincu que l'enfant, c'est la priorité. En tout cas, c'est beaucoup de choses. Et le dernier ouvrage? Non, le dernier ouvrage, c'est La déportée de Kingsland. C'est un ouvrage que j'ai commencé par écrire depuis 2-3 ans, mais je n'ai jamais été satisfait du contenu. Mais maintenant, j'ai trouvé la voie. Et c'est, bon, voilà, ça c'est un peu adulte, mais lorsque vous vivez en Occident, vous décidez de revenir chercher, parce que vous vous dites peut-être nous n'avons pas les mêmes cultures, donc je préfère venir me marier au pays. Et je reviens, je prends une femme que je connais bien, voilà, mais qui arrive là-bas et qui, en peu de temps, ne savait pas où est-ce qu'elle a fait ses études de droit, c'est-à-dire elle devient plus juriste, elle connaît toute la loi, elle va vous faire sortir de la maison, elle va vous exposer à ceci, vous allez même faire la prison. Bon, c'est tout un tas de... Voilà, c'est les réalités de nos frères africains en Occident. Et tout le tissu familial que ça peut casser. Donc c'est un gros livre. C'est ça. Mais je vais le réaliser. Ouais, je crois que d'ici la fin de l'année, les 3 livres seront prêts. Ouais. Bien, fidèles téléspectateurs, c'était un avant-goût des ouvrages qui sont au laboratoire, je vais dire, et certains en imprimerie. Et dès que la publication sera faite, Moïse Nandio sera encore de passage au pays. Voilà, on va le recevoir pour rentrer beaucoup plus dans les détails, comme il a si bien fait tout à l'heure avec Walim. Voilà. Monsieur Moïse Nandio, nous tendons pratiquement vers la fin de notre émission. Mais vous savez que la rentrée scolaire vient de démarrer au Togo. Et je crois qu'à travers Walim et les autres ouvrages que vous avez publiés, vous avez certainement un message à l'endroit des filles, sans oublier les garçons, parce qu'il faut quand même l'équité dans ce que nous faisons. Non, aujourd'hui, je m'adresse beaucoup plus aux enfants. Et comme vous l'avez dit, je ne fais pas de distinguo entre les filles et les garçons, parce que nous sommes tous membres de la société, chacun a un rôle à jouer. C'est vrai qu'à un moment donné, on a constaté des déficits au niveau des filles, c'est-à-dire elles étaient peut-être, je dirais, beaucoup plus exposées. Et il y a tout un combat qui a commencé, qui se poursuit et que j'encourage. Mais à mes petits frères, à mes enfants qui sont à l'école, sachez que les parents se battent. Un parent qui paye ta scolarité, qui assure ton déplacement, qui cherche des répétiteurs, qui fait tout pour que tu puisses aller à l'école, c'est parce qu'il veut véritablement que tu puisses devenir quelque chose, pas pour lui, mais surtout pour toi-même. Donc, ne jouez pas, ne pensez pas qu'on vous force à aller à l'école.
on vous encourage à aller à l'école parce que si vous n'y allez pas, les conséquences ne sont pas les parents. Tout à fait. Les conséquences, c'est d'abord vous. Je m'adresse comme ça à vous, mes petits frères, à vous, mes enfants, en vous encourageant. Et je voudrais peut-être passer par le même canal pour dire merci aux autorités qui ne ménagent aucun effort pour que l'éducation puisse véritablement avoir une très bonne assise autour Tout de à vous. fait. Donc, vraiment félicitations pour tout ce qui est fait. Moi, je suis écrivain. Avant, il y a quelques années, nous, on n'avait pas nos ouvrages au programme scolaire. Aujourd'hui, si nous avons cela, c'est déjà un pas. Tout à fait. Donc, nous encourageons le gouvernement, nous encourageons les enseignants, continuez de vous battre. Les parents, ne baissez pas les bras parce que c'est ensemble que nous pouvons aboutir à quelque chose. Et comme je le représente toujours, vous voyez, la marmite, on la pose toujours sur 3 pierres. Si vous la posez sur 2 pierres, elle va tomber. Et la marmite, c'est pour pouvoir faire bouillir quelque chose qu'on va manger, quelque chose de très intéressant. Donc les 3 pierres, je dis, ce sont les élèves eux-mêmes, ce sont les parents et c'est l'État. Donc nous tous, nous devons nous mettre ensemble pour que ça puisse avancer. Et je tiens à vous remercier encore pour tout. Fidèles téléspectateurs, nous tenons à dire merci à notre frère Moïse Inadjo. Je vous le rappelle, il est écrivain togolais et fonctionnaire international, auteur de 13 ouvrages. Il aborde souvent dans ses écrits les problèmes de société dans un style clair, simple et accessible. Donc quand vous achetez le document, eh bien, c'est facile à lire. Et voilà. À travers Walim, l'auteur évoque l'épineuse question de la protection des enfants. Voilà, c'est une question très, très, très importante aujourd'hui. Il met surtout en exergue certaines formes de violence dont ils sont souvent victimes dans nos sociétés, notamment les accusations de sorcellerie, le travail forcé, la maltraitance, l'exploitation et les abus de tout genre. Toujours dans l'ouvrage, faussement accusée de sorcellerie, la petite fille de 13 ans est exfiltrée du village pour retrouver son oncle en ville. Mais ce ne sera que le début d'une autre histoire pleine de rebondissements. Cependant, l'envie de retrouver le chemin de l'école ainsi que sa famille feront de Walim une héroïne. Cet ouvrage nous invite à une solidarité d'action pour permettre aux enfants de grandir dans le respect de leurs droits fondamentaux et de devenir un jour des hommes et des femmes épanouis et responsables. C'est sur ce résumé de Walim que je dis une fois encore merci à notre invité qui est de passage parce qu'il est basé à Dakar, voilà, vous le savez. Je dis merci et vous aussi téléspectateurs qui avez suivi cette émission avec nous, bien nous vous disons merci de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous pour un autre numéro de l'émission Débat sur l'éducation la semaine prochaine. D'ici là, bye bye.